Bonjour à tous. Dans la vidéo numéro 7, j'ai introduit le terme pidgin, qui est un mot anglais pour désigner une langue qui mélange des termes et des structures d'une ou de plusieurs langues différentes et qui correspond plus particulièrement à la variété d'anglais parlé en Asie. Les dictionnaires traduisent généralement pidgin par le mot créole en français. Or, le créole correspond à des langues parlées par certaines populations, comme cela peut être le cas dans les Caraïbes, dans l'océan Indien ou encore dans certaines îles du Pacifique. À l'origine, le créole s'est répandu dans des populations qui devaient communiquer avec d'autres peuples de langues différentes sans toutefois parvenir à les maîtriser. Il en a résulté un mélange qui a fini par se pérenniser et qui sert de langue à usage interne. En dépit du fait que certains linguistes trouvent quelques mérites à ces créoles, la plupart de leurs locuteurs s'en détournent résolument dès qu'il s'agit de faire des études sérieuses dans une discipline donnée. Les pidgins, à la différence des créoles, ne sont utilisés qu'avec les étrangers, et ils ne sont la langue maternelle de personne. Les Indes orientales sont abusivement comptées dans la liste des pays anglophones. Il faut bien se rendre compte que ce que l'on entend le plus souvent aux Indes n'est pas de l'anglais, mais de l'English, une variété d'hindi fortement anglicisée. L'anglais standard n'est pas maîtrisé par plus d'une proportion allant de 2% de la population de ce pays à 4% pour les estimations les plus optimistes. Samuel Huntington a publié son Choc des civilisations en 1996. Selon Huntington, l'usage de l'anglais aux Indes ne va pas au-delà du cercle constitué par une fine élite et ne peut même pas être utilisé comme lingua franca. La dure réalité, écrit-il, est que pour un voyageur qui descend du Cachemire jusqu'à l'extrême sud du sous-continent à Kanyakumari, la communication se maintient le mieux par l'usage d'une forme d'hindi. Pour les mondialistes proclamant l'universalisme de l'anglais urbi et torbi, les affirmations de Huntington constituent une douche froide, dans la mesure où il s'agit de la population du plus grand pays membre du Commonwealth. Pourtant, Gordon Brown, Premier ministre britannique, le confirma implicitement dans un discours prononcé le 17 janvier 2008, quand il annonça que l'Angleterre devait participer à la formation de 750 000 enseignants d'anglais supplémentaires aux Indes. Or, on n'en verrait guère l'utilité si, justement, il s'agissait déjà d'un pays anglophone. Il y a aussi le Singlish, la variété d'anglais toute particulière utilisée à Singapour, et aussi l'Angrish, qui correspond plus généralement à l'anglais utilisé avec les étrangers dans les pays asiatiques, Japon et Corée comprises. Lors de mes nombreux séjours en Asie et aussi durant mes voyages dans cette région du monde, je m'étais amusé à prendre en photo le type d'anglais que l'on rencontre souvent sur les affiches et panneaux qui sont destinés aux étrangers. J'ai malheureusement égaré cette collection, mais on peut en retrouver l'équivalent sur Internet. En voici un petit florilège. Tout cela remet fortement en doute les prophéties incantatoires des mondialistes et l'universalité de la langue anglaise dont on nous rebat les oreilles depuis des décennies, particulièrement dans le monde occidental. On peut également mettre facilement en doute les arguments massus, à savoir que l'anglais serait devenu, par le plus grand des hasards bien sûr, la langue internationale du monde, un espéranto des temps modernes, en prenant exemple sur le latin qui aurait prétendument servi de lingua franca
à partir du haut Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Lingua franca, le mot est lâché, mais de quoi s'agissait-il au juste? Un sabir, accessible à tous, basé sur la langue des Francs et teinté d'arabe et de turc pour des besoins de communication orale élémentaire en Méditerranée orientale à l'époque des croisades, et qui, dans une certaine mesure, pourrait se comparer par sa pauvreté syntaxique et grammaticale à l'anglais d'aéroport qui est pratiqué un peu partout en Europe et en Asie orientale. Les zélés du tout anglais diront « Bon, mais nous avons eu au Moyen-Âge le latin qui nous permettait à tous de se comprendre. » Hélas non, l'usage du latin au Moyen-Âge n'atteint pas les classes populaires qui pratiquent les dialectes et patois régionaux, le latin étant l'apanage des lettrés exclusivement. On écrit en latin car il est censé faire le lien entre les chrétiens et qu'on accorde une extrême importance à la beauté et à la richesse de la langue. Les scientifiques, qui à l'époque sont nécessairement aussi des lettrés, qui ont étudié la plupart des disciplines, qui ont lu et étudié les grands auteurs de l'Antiquité classique, afin de s'en approprier toutes les ressources, d'autant que les langues des nations en devenir n'ont pas encore reçu leurs lettres de noblesse pour une communication de haut niveau. On observera que dès que les langues vernaculaires deviennent langues officielles sur les territoires où elles sont pratiquées, la rédaction des œuvres littéraires et scientifiques basculera inéluctablement vers les langues maternelles de leurs auteurs. Alors, l'anglais est-il l'espéranto des temps modernes? Encore moins. En effet, l'espéranto est une langue totalement synthétique dans laquelle exception et irrégularité n'existe pas et qui se maîtrise en un temps qui n'est qu'une faible fraction de celui qu'il faut pour maîtriser l'anglais, qui est bourré d'expressions idiomatiques et d'irrégularités orthographiques et phonétiques. Venons-en au bilinguisme. Le bilinguisme est à distinguer de la diglossie, qui est la pratique de basculer d'une langue vers une autre suivant les sujets abordés. Au contraire, le vrai bilingue s'exprime indifféremment dans une langue ou une autre, quel que soit le sujet abordé. Une étude faite par la commission Harmel dans les années 60 en Belgique sur le bilinguisme conclut, je cite, « Tout bilinguisme imposé est à condamner. Il détruit le caractère et l'individualité de la communauté. Une communauté entièrement bilingue est vouée à la mort, car elle n'a plus aucune raison, dès lors, de rester bilingue, puisqu'elle peut, en théorie, fonctionner dans les deux langues. L'expérience montre que c'est la langue du plus fort, souvent imposée de l'extérieur, vers laquelle une communauté vraiment bilingue finira par basculer inévitablement. C'est bien sûr le peuple qui connaît les deux langues qui finira par ne plus parler la sienne. De fait, le bilinguisme est une stratégie qui mène à l'assimilation avec tout ce qu'elle entraîne. Nous en avons une illustration particulièrement probante chez nos cousins d'Amérique, les Canadiens français, au cours des dernières décennies. Ce n'est qu'en instituant finalement une politique d'unilinguisme français au Québec que le gouvernement de cette province a pu enrayer la marginalisation de sa propre société et assurer sa pérennité. Cette politique d'unilinguisme est bien sûr battue en brèche par les Canadiens anglais, qui n'ont jamais vraiment accepté, depuis leur victoire sur les plaines d'Abraham, que l'on puisse conserver sur le sol canadien des enclaves francophones, voire des régions entières, comme c'est le cas du Québec. Le bilinguisme institué par Pierre Elliott Trudeau à travers tout le pays ne fut qu'une mascarade officielle dans une tentative dérisoire de mettre tous les Canadiens à égalité. Ce bilinguisme, qui dans les faits ne fut jamais mis en application dans les provinces anglophones, fut en réalité le mécanisme imaginé par le gouvernement fédéral dans une ultime tentative d'angliciser le Québec. Aujourd'hui, la créolisation du français que nous pouvons observer en France est de très mauvais augure. Si la barre n'était pas redressée rapidement, les Français pourraient suivre le chemin des Acadiens du Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire l'Acadie occidentale, débaptisée après la conquête anglaise de 1760. Ils pourraient suivre la voie des Ontariens du Nord, des francophones de la Nouvelle-Angleterre, voire de ceux de Louisiane, qui parlent un sabir presque inintelligible, truffé de mots anglais dont ils ne connaissent plus la traduction.
À l'écrit comme à l'oral, beaucoup de Français de France commencent à donner aussi le triste exemple de cette dégénérescence linguistique qui préfigure leur atrophie mentale. Celui qui perd sa langue perd sa culture, son identité, et n'est plus capable de se défendre contre les prédateurs. Peut-être est-ce cela que les turiféraires de l'Europe de Bruxelles ambitionnent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils seront les premiers larbins de l'Empire avec un strapontin dans les cénacles de ceux qui décideront de leur avenir. Dans la vidéo numéro 7, j'ai décrit deux conceptions de la langue, et j'espère qu'il est désormais clair pour mon éditoire que la langue est plus qu'un code de communication qui façonne et individualise le comportement des peuples. Ceux qui sont intéressés à approfondir cet aspect pourront enrichir leurs réflexions en lisant les écrits de Wilhelm von Humboldt consacrés à la langue. Humboldt est né en 1767 à Potsdam, dans le royaume de Prusse. Il travaille comme diplomate et fonde également l'université de Berlin en 1810, mais son intérêt suprême se concentre sur la linguistique, domaine exclusif dans lequel il consacrera 100% des 8 dernières années de sa vie. Humboldt est bien sûr un polyglotte, ayant également étudié les langues anciennes, latin, grec ancien, sanskrit, hébreu ancien, etc. Humboldt a nommé et surtout travaillé à définir le concept de Sprachform, de forme de la langue. Il s'explique. Chez une nation que l'on se représente comme libre des perturbations dues à une influence étrangère, l'expression de la pensée se coule naturellement et de soi-même dans une forme qui détermine de telle manière l'entendement universel que chaque individu retrouve en cette dernière la forme qu'il aurait de lui-même donnée au discours si l'impulsion était venue de lui. Et l'individualité de la langue provient de ce qu'on se trouve engagé dans la même voie, moyennant peut-être quelques déviations, mais dans lesquelles l'essence de la forme originelle demeure non seulement toujours reconnaissable, mais aussi prépondérante. D'une part, la forme de la langue explique que chez un peuple donné, la pensée s'exprime sous un mode déterminé, selon des règles déterminées. Cette forme spontanée est l'expression du génie de la nation. Bien que l'individu, membre de cette nation, n'ait pas vraiment constitué la langue, ou du moins sa forme, il s'y retrouve comme s'il en était l'auteur. C'est que cette forme n'est pas pour lui un carcan, elle s'accorde merveilleusement à sa psychologie, tributaire de celle de la nation. Elle est la condition de la liberté et de l'aisance de son expression. Humboldt accorde à la langue une telle transcendance par rapport à l'existence profane de la nation qu'il tend à la constituer en logos, qui irrigue et unit le peuple, qui recèle son identité la plus profonde. Pour Humboldt, il faut confronter les langues et leurs formes, les considérer différentiellement comme autant de tentatives pour affirmer la totalité de l'esprit humain. L'affirmation selon laquelle toutes les langues sont une expression de l'universel va dans le sens de la reconnaissance de leur profonde égalité. En même temps, cependant, cela offre un point de vue d'où les mérites respectifs des idiomes peuvent être évalués. Aussi, les différentes formes de langue sont loin de se voir reconnaître une valeur identique. Quelles langues ont su réellement intégrer dans leur forme propre la quasi-totalité du parler, et cela sans mettre en péril la liberté de la pensée? En d'autres termes, certaines langues sont insuffisamment formelles. Elles peuvent limiter la parole individuelle dans le domaine intellectuel et forcent leurs locuteurs à se tourner davantage vers le monde matériel et des enjeux plus terre-à-terre. Le langage n'est pas un outil dont nous disposerions pour communiquer des pensées qui pourraient se créer de manière indépendante. Langage et pensée sont intrinsèquement liés, ce que Humboldt énonce clairement dans son essai sur les langues du nouveau continent. Il écrit « Les idées et la langue qui sert à les exprimer sont si étroitement liées ensemble qu'elles tiennent, à bien peu de différence près, constamment la même marche et sont assujetties à une influence continuellement réciproque. » Un tel présupposé soulève de manière particulièrement aiguë la question de la diversité des langues et de leurs possibles rencontres, entre autres
par le biais de la traduction. Comment traduire une langue à partir du moment où elle correspond à un mode de pensée fondamentalement différent? De fait, Humboldt considère que chaque langue exprime et crée à la fois des caractères nationaux différents, de même que le rapport entre langage et pensée ne peut pas être conçu de manière univoque. De même, la nation influe sur sa langue, qui elle-même influe sur la nation, l'un ne préexistant jamais complètement à l'autre. Ainsi, plus que des langues différentes, ce sont des visions du monde, des manières de penser différentes qui séparent les peuples. Cela apparaît très clairement dans la correspondance où le savant allemand se plaint à plusieurs reprises d'être loin de la nature allemande, comme il dit, plus complète et vigoureuse, sous-entendu que la nature française. Il présente par exemple dans une lettre du 23 juin 1798 à Schiller ses efforts désespérés pour présenter la philosophie kantienne aux Français. On ne se comprit absolument pas. On risquait encore moins de se convertir. Quand ils se servent des mêmes mots, et ils les prennent toujours en un autre sens. Leur raison n'est pas la nôtre. Leur espace n'est pas notre espace. Leur imaginaire n'est pas le nôtre. Cette incompatibilité entre les nations se vérifie pour la philosophie, mais également de manière plus émotionnelle. Une langue étrangère ne pourra jamais vibrer comme peut le faire sa propre langue. Ainsi, dans la présentation en français qu'il écrit pour ses essais esthétiques sur Hermann et Dorothée de Goethe, et qui est adressée plus particulièrement à Madame de Staël, Humboldt écrit qu'on ne peut jamais complètement sentir, c'est le mot français qu'il utilise, sentir une langue étrangère. Il faut être élevé dans l'habitude d'une langue, avoir pensé et senti avec elle, pour que chaque phrase et chaque mot se présente à nous avec toutes ses nuances, qu'il réveille tous les souvenirs capables de renforcer l'idée qu'il nous offre. Les mots d'une langue étrangère ressemblent véritablement à des signes morts, au lieu que ceux de la nôtre sont vivants, pour ainsi dire, parce qu'ils se lient à tout ce qui respire autour de nous. Au total, la diversité des langues n'apparaît pas comme un obstacle, mais ouvre au contraire des possibilités fantastiques. Ce que montre bien le texte de Humboldt sur le caractère national des langues, c'est qu'étudier une langue revient à découvrir une autre vision du monde, une autre voie de développement de l'esprit, et ainsi élargir sa propre connaissance de l'esprit humain, pris comme un tout. Humboldt écrit ainsi que l'étude comparée des langues est importante et même essentielle pour comprendre l'ensemble de l'activité intellectuelle de l'humanité, et, plus loin, que la diversité des langues est susceptible d'amplifier et élever la connaissance et la sensation. C'est par conséquent un enthousiasme et un optimisme réjouissants qui ressortent de ce texte. Dans cette optique, la traduction revêt donc un enjeu anthropologique certain, puisqu'elle apparaît comme un excellent exercice pour se confronter à l'altérité et ainsi expérimenter de manière concrète d'autres modes de penser le monde. Même si le résultat n'est pas, pour Humboldt, un objet fini, intéressant pour lui-même, mais plutôt une étape. La traduction permet d'élargir les facultés de l'esprit et de mieux connaître sa propre culture. Lorsque les fonctionnaires européens, qui ont passé le plus clair de leur vie à servir la Commission européenne, se mettent à parler comme le citoyen lambda avec des pensées telles que, par exemple, la chose la plus importante me semble toujours être que le plus grand nombre des citoyens du monde puissent se comprendre. Voilà. Ils font une omission capitale. Considérer la langue comme un simple et banal instrument de communication, c'est un peu comme si l'on disait que l'or est précieux parce qu'il brille. La langue maternelle préside avant tout à la structuration de la pensée. Elle confère une échelle d'évaluation des valeurs, une aptitude à l'application du droit, par exemple, et par son intermédiaire, elle permet de développer une certaine vision du monde. Écrire un texte original dans une langue ou une autre, et devant être traduit dans d'autres langues, ne constitue pas du tout un fait anodin. Il constitue un choix fondamental parce que la langue originale va façonner le sujet, suivant un dessein caché sous le métier. Les anglophones de la Commission européenne ont bien compris cela et durant leur passage à la Commission, ils jouèrent à fond sur cet atout et ce n'est pas pour rien
que les principes fondamentaux de la communauté européenne ont disparu peu à peu de la conception de l'Europe d'aujourd'hui, telle que la préférence communautaire, pour citer un exemple parmi beaucoup d'autres. Lorsqu'on accepte d'examiner un règlement, une directive, une stratégie de politique communautaire, et parfois même de se prononcer sur un texte écrit dans une seule langue pour sa version originale, à savoir l'anglais, on a déjà démissionné de toute perspective de contribution efficace à la construction européenne. Il n'y a rien d'étonnant à constater que, parallèlement à la progression de l'anglais comme langue désormais prédominante pour la rédaction des documents originaux et des projets de loi au sein de la Commission, cette dernière soit devenue ultralibérale et défende davantage les intérêts des anglo-saxons plutôt que ceux des peuples d'Europe continentale. On est bombardé de tous les côtés par la pensée unique, in English of course, et les fonctionnaires européens et même les nationaux reçoivent sans interruption, par le biais d'Internet, des documents tout prêts dans tous les domaines sensibles de l'œuvre qui occupe les institutions européennes. Ils n'ont qu'à faire des copier-coller et plus personne n'a la nécessité de réfléchir et de s'informer de sa propre initiative. Il faut comprendre une fois pour toutes, sous peine de faire capoter définitivement la maison Europe, que le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas celui de faire traduire tous les documents officiels et non officiels au bénéfice des citoyens européens et autres usagers. Le véritable problème est d'une part celui des textes originaux, celui de la langue qu'on utilise pour penser et concevoir les textes normatifs et les stratégies. L'autre question, mais qui est relativement secondaire, est celle de la langue dans laquelle on soumet les documents aux décideurs pour qu'ils se fassent une idée et se prononcer. Lorsqu'on arrive à une traduction, pour tout le monde, a posteriori, les jeux sont déjà faits. On est en plein dans un système de colonisation mentale avancée. Dans la ligne de l'étymologie du mot colonisation, il s'agit bien d'une occupation sur le terrain mental, de l'idéologie et des méthodes anglo-saxonnes qui ont chassé ou déplacé la réflexion et les comportements autochtones. L'anglomanie omniprésente de certains chefs d'entreprise, des présentateurs de télévision ou de certains présidents d'écoles et d'universités, sous la forme d'un usage de mots anglais non traduits, de calques de l'anglais ou de franglais, ne constitue que la partie émergée de l'iceberg. Sous ce charabia qui se veut moderne et à la mode, se cachent des esprits complètement modifiés par rapport aux tendances originales et à l'environnement qui aurait dû les façonner. Le gavage massif que l'on fait actuellement subir à nos jeunes en Europe occidentale, constitué de cours d'anglais, de séries télévisées et films états-uniens, de musique anglo-saxonne, de méthodologie et d'idéologie néolibérale, s'apparente à un véritable lavage de cerveau. Il n'est pas exagéré de penser que de telles personnes acquièrent alors des comportements prédéterminés. Lorsque ce type de profil est complété par une formation dans un pays anglo-saxon, on peut être à peu près sûr que les personnes ayant subi ce genre de traitement constitueront des relais et des collaborateurs zélés de l'Empire. À ce moment-là, le centre de l'Empire n'a plus à se soucier d'user de son influence pour infléchir les comportements de tels cadres afin de préserver ses intérêts, car ils seront automatiquement pris en compte. La suite au chapitre 9. Bonne fin de journée à tous.